Je fais entrer. Parce que la connexion est en cours. Alors, rebonjour tout le monde. On a le plaisir pour ce créneau horaire, donc 11 heures en Guadeloupe, d'être avec Aya et Eden. Il y a une activité d'accompagnement à l'instruction afrocentrée. Donc, Aya, je vais te laisser te présenter, nous expliquer ce que tu mets en place. Et puis, on va se poser, enfin, on va échanger pas mal autour de cette activité. Ok. Donc, en fait, moi, je m'appelle Aya. Du coup, par contre, petite correction, c'est Aden, H-A-D-E-N. Ah, Aden. pardon. C'est pas, Aden. non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je suis éducatrice et formatrice en pédagogie alternative. Je suis franco-togolaise et du coup, je me définis comme panafricaine convaincue. Et actuellement, j'ai lancé du coup une entreprise pour faire de la formation pour adultes. Et parmi mes accompagnements, je propose des accompagnements pour les personnes qui font de l'instruction en famille. Et j'aurais spécialement envie d'accompagner des personnes qui ont envie d'avoir plus des programmes afro-centrés. Voilà un résumé pour le moment. Un résumé pour te présenter. OK. Alors, du coup, alors, pareil, déjà, tu dis que tu es dans le monde de l'éducation. Quelles sont tes différentes expériences dans ce monde-là? Ce que tu as pu faire, ce que tu fais. Ok. Et puis après, Mhm. on va revenir sur le terme de l'IEF pour bien préciser aux personnes qui ne connaissent pas l'IEF ce qu'est l'IEF. Et puis après, on rentrera dans le détail de l'accompagnement. Ok. Ok, ça marche. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé. Bon, j'ai fait une licence en droit et sciences politiques, donc pas grand-chose à voir a priori avec l'éducation. Et en parallèle, en fait, j'ai commencé à travailler en job étudiant un peu dans l'animation. Et en fait, ça a été une passion pour moi d'accompagner les enfants. J'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie de faire autre chose que de l'animation et du coup de rentrer un peu plus dans l'instruction. Mais je rejette un peu de base le modèle de l'éducation nationale, ou en tout cas les pédagogies qui sont mises en œuvre. Et du coup, j'ai eu envie d'aller voir comment ça se passait ailleurs. Et j'ai fait un service civique dans une école démocratique. Alors, une école démocratique, on y reviendra peut-être après, mais c'est une école où les enfants sont très libres, où on accompagne les enfants à vraiment suivre leurs élans, suivre leurs envies. Et du coup, j'ai envie de dire que plutôt que d'avoir un programme qu'on a à mettre dans la tête de l'enfant, on s'adapte aux envies et aux besoins de l'enfant pour aborder le programme. Voilà, c'est un peu une démarche qui est inversée par rapport à ce qui peut se faire de façon classique. Et donc, voilà, j'ai fait 3 4 ans dans cette école-là. Et après, donc, je me suis formée dans cette école à la communication non violente, dans tout ce qui est approche bienveillante, voilà, communication non violente. Je me suis formée à la pédagogie Montessori aussi. J'ai eu la chance d'avoir des intervenants comme des spécialistes en neurosciences comme Catherine Guéguin, Jean-Pierre Lepris. Enfin, voilà, on a eu quand même des formations avec des personnes, André Stern aussi, avec des personnes vraiment de qualité avec qui on a eu pas mal d'interactions. Et donc, voilà, moi j'ai continué après mon chemin, j'ai quitté cette école-là et là j'ai accompagné des parents qui faisaient l'instruction en famille. Donc j'animais toutes les semaines, à peu près, une fois par semaine, parfois plus parce que beaucoup de rendez-vous informels avec les enfants, mais des ateliers, ça s'appelait Créer ton projet. Et c'est de l'accompagnement de projet pour les enfants qui faisaient de l'instruction en famille. Du coup, l'IEF, c'est l'instruction en famille, donc c'est des parents qui ont choisi d'instruire eux-mêmes leurs enfants. Donc c'est un droit qui est un peu remis en question ces dernières années, mais en gros, l'idée c'est que l'instruction est obligatoire en France. Elle peut être dispensée soit à l'école, donc dans des écoles privées, dans des écoles publiques, ou dans les familles. Et du coup, moi, j'accompagnais les parents voilà, je faisais des activités avec les parents qui avaient choisi de garder leurs enfants à la maison.
pas avec les parents, mais plutôt avec les enfants. Et donc, avec ce que je préfère faire, c'est-à-dire la pédagogie de projet. Donc voilà, y en a qui voulaient organiser des sorties au paintball, par exemple. Donc, fallait se renseigner, fallait qu'ils appellent ou qu'ils aillent sur Internet pour connaître le prix. Moi, je posais des questions, eux, ils devaient trouver les réponses. Quoi. Ça coûte combien? À partir de quel âge? Qui paye? Est-ce qu'on demande aux familles de payer? Est-ce qu'on peut voir si l'association elle paye? Est-ce qu'on organise quelque chose pour générer des fonds pour organiser la sortie? Voilà, c'était un peu toutes ces questions-là qu'on se posait. Et les enfants faisaient les démarches, faisaient les calculs et organisaient le tout. Donc ça, voilà. Et il y en a, c'était des ateliers cuisine. Il y a des projets, c'était plus personnel, comme j'ai envie d'aller voir un dresseur pour chiens, pour apprendre à dresser des chiens. Donc voilà, moi, on regardait sur Internet les numéros. Les enfants, moi, j'appelais avec... Enfin, les enfants souvent appelaient, puis parfois les adultes, ils croyaient que c'était des blagues. Donc je reprenais le téléphone pour dire non, non, c'est un cadre. Et donc voilà, on a organisé comme ça plein de choses plutôt chouettes, des fêtes. Et voilà, l'idée c'était vraiment d'impliquer les enfants de A à Z, de la pensée. Enfin, l'idée c'est j'ai une idée et comment je mets en place, enfin, comment je capte les ressources dans mon environnement qui sont présentes pour matérialiser mon idée. Et c'est vrai que bah, du coup, c'était sympa parce que ça donne place à beaucoup d'interactions. Puis après, il y a la concrétisation qui souvent profite à tout le monde. Voilà, on a mangé des bonnes pâtisseries, on a été, enfin moi, j'ai pas été parce que j'aime pas ça, mais au paintball, voilà, il y a eu plein de choses organisées et c'était chouette. Et donc, après ça, moi, j'ai décidé de déménager au Togo. J'ai envie de m'installer au Togo depuis très longtemps. Voilà, et là, je me suis lancée. Donc, j'avais déjà fait, bon, souvent, là, ça fait 3 ans maintenant que je fais beaucoup, 6 mois au Togo, 6 mois en France. Et là, l'année dernière, j'avais décidé de m'installer au Togo pour monter une école. Donc, une école qui aurait plus ressemblé à une école démocratique, plus avec des ateliers, plus un lieu de transmission qu'un lieu où on va vraiment tous les jours. Voilà, moi, je ne suis pas forcément pour l'école côté au quotidien, ou sinon que ce soit un lieu très, très ouvert, ouvert sur l'extérieur. Et du coup, l'idée, c'était de faire un centre de formation école assez dynamique. Et donc, bon, ce projet, il n'a pas vu le jour, hélas, comme je l'avais entendu. Mais voilà, j'ai toujours cette idée-là en tête. Et donc, l'idée de faire de l'accompagnement à l'UF afro-centré ou de créer des programmes afro-centrés, c'est vraiment aussi dans le but de pouvoir enrichir ce projet-là aussi. Ok, ok. Très Voilà. complet, très complet. Merci pour la présentation. Alors, par rapport à, justement à tes expériences, quelle différence, ou en tout cas, qu'est-ce que tu peux, ouais, soit comme différence ou soit comme apport, si on devait faire comment dire, la comparaison entre l'IEF et la scolarisation? Quel retour tu pourrais nous faire par rapport à ça? Est-ce que tu as pu Bon. identifier point Euh, positif, point négatif? oui, moi, ce que j'ai pu identifier, ouais. Bah, l'avantage de l'instruction en famille pour moi, Mhm. c'est qu'on a un adulte, bon, plus qui est proche, parce que c'est souvent le parent hein, qui fait l'instruction, qui est dédié à nous. Donc, on sait, enfin, par expérience, entre le moment où on a 25 enfants à s'occuper et le moment où on a un enfant à s'occuper, souvent la transmission passe mieux. On est plus allé, enfin voilà, c'est plus du travail individuel. Et du coup, les enfants vont souvent plus loin et plus vite dans la mesure où ben, ils ont le temps, ils ont un adulte enfin, qui est consacré à leurs questions, qui peut répondre à leurs questions, qui peut les accompagner. Autre point très positif, c'est que l'adulte s'intéresse à la personne. Ça veut dire que quand j'ai 25 enfants en face de moi, c'est plus difficile, c'est pas impossible, mais de dire c'est quoi ton centre d'intérêt et de savoir que bah, si un tel aime les dinosaures, bah, pour l'inciter à lire, je vais lui présenter des livres sur les dinosaures. Pour l'inciter à faire des maths, si je sais qu'il aime bien la construction et tout ça, je vais faire de la construction avec lui et puis on va voir comment on aborde les mathématiques de ce point de vue-là. Du coup, ça permet vraiment quelque chose de plus individualisé, quelque chose de plus centré sur l'intérêt des enfants. Et en plus de ça, contrairement à ce qu'on dit souvent, après tout dépend encore une fois hein, de comment c'est pratiqué, parce qu'il y a autant de façons de faire qu'il y a de parents en réalité. Hein, parce qu'il y a pas de...
Mais moi, en tout cas, dans les familles que j'ai fréquentées, c'est Mhm. aussi des familles qui étaient très ouvertes sur l'extérieur. Donc moi, je connaissais une famille, un enfant qui voulait être tatoueur, par exemple, il avait 8 ans, hein, il dit, ah, moi j'ai envie d'être tatoueur. Bah ouais, sa maman, elle l'a amené dans un salon de tatouage, il a passé une journée dans un salon de tatouage, et puis il a pu poser ses questions au tatoueur. Donc au niveau de l'ouverture sur le monde aussi, c'est beaucoup plus riche, parce qu'en réalité, on dit souvent que l'école, on met souvent l'instruction en famille en parallèle de l'école en manque de sociabilisation, Mhm. alors qu'en réalité, bah, c'est beaucoup plus ouvert sur le monde que quand on dépose son enfant à l'école. Il est souvent avec les 24, même autres enfants, à part pendant la récréation, avec un adulte référent. Alors que voilà, quand on est en instruction en famille, on peut faire des activités à côté. Moi, je sais, ben voilà, des personnes comme moi peuvent intervenir auprès des enfants. Moi, j'étais beaucoup avec des enfants qui étaient en instruction en famille. Voilà, parfois c'est aller se promener dans les bois, parfois c'est et voilà, au final, ils voient d'autres adultes, ils ont beaucoup plus d'adultes référents, ils ont beaucoup plus de possibilités en fait de faire des choses parce que voilà, les horaires de l'école, l'école reste très figée et dans la façon d'aborder les apprentissages très linéaire en fait. Et moi, ce que je trouve de l'instruction en famille, c'est ça. Et pour les parents, bah, en fait, avoir son enfant, voir son enfant grandir aussi, ça, je pense que ça a pas de prix. Enfin, moi, j'ai pas encore d'enfant, mais je trouve ça très violent, en fait. Même là, les nouvelles lois qui passent en France, je les trouve très violentes. Parce que se dire qu'à 3 ans, on fait comme si tu n'étais pas capable, en fait, tu n'avais pas la capacité naturelle de t'occuper et d'élever ton enfant. Quand je dis élever, c'est vraiment l'élever. Je trouve ça très violent et je pense que le cadre familial est très approprié, en fait, pour apprendre la vie et pour apprendre tout ce qu'on a à apprendre dans la vie et que tous les parents ne se sentent pas ou ne choisissent pas de faire ça, pour moi, c'est une chose, mais qu'on veuille limiter les parents qui veulent s'occuper de leur enfant. Et enfin, parce que sinon, l'école, c'est 7 heures par jour. Enfin, c'est énorme. C'est de 8 heures à 16 heures. Enfin, c'est énorme le temps passé à l'école. Ça laisse très peu de temps aux familles d'être ensemble. Au final, les 3 quarts du temps, on lève son enfant, on le prépare pour l'école, il revient de l'école, il y a les devoirs à faire, on va se coucher, on mange, on va se coucher. Enfin, je trouve que le temps qu'on passe avec nos enfants, enfin, qu'on passe avec les enfants est très limité. Et c'est vrai que l'instruction en famille, ça permet souvent quand même de renforcer ce lien avec le parent. Et après, quand on étudie au niveau des neurosciences, etc., la base familiale, l'amour reçoit de ses parents, c'est quand même la base pour se construire après dans sa vie et pour construire ses relations futures. Et du coup, moi, c'est vrai que je suis vraiment pro-IES. Et je serais pro aussi, et c'est ce que j'aimerais créer, que ce soit au Togo ou ailleurs. Mais j'aimerais créer voilà, des centres, par contre, des centres, moi j'appellerais ça centres de ressources, où il y a des rassemblements, évidemment, où les familles échangent, où bah, peut-être que, voilà, Yolène, toi, tu sais super bien faire, tu sais fabriquer des boucles d'oreilles, mais par contre, les mathématiques, c'est pas ton fort, et que du coup, bah, il y a un autre qui adore les mathématiques et qui a envie de transmettre ça aux enfants. Et justement, j'ai beaucoup aimé le nom de la semaine, parce que la semaine village, pour moi, c'est ça, en fait. C'est de, c'est qu'on voit en fait que autour de nous, si on réfléchit bien, tout le monde a plein de compétences et que enfin, en fréquentant les adultes et en mettant en place des ateliers, ou même des choses plus informelles, l'enfant il va acquérir en fait des tas de compétences qui vont largement, encore une fois, qui vont largement plus loin même que ce que le programme scolaire propose. Mhm. Voilà. Et après, bon, je vais quand même donner des points négatifs, C'est ce qu'on que me dise j'allais pas que... dire. J'allais dire parce que j'allais Mais dire je là, tu es pense que ça presque une demande énorme. convaincue. Mais comment on fait Oui, c'est pour tous nos ça. détracteurs? Donc, ouais, donne-moi les points négatifs quand même, s'il te plaît. Non, mais pour moi, pour moi, les points négatifs, c'est que ça demande beaucoup de disponibilité aux parents. Ouais. Beaucoup de disponibilité aux parents. Et que, mine de rien, la norme, en France, en tout cas, enfin, en France, un peu dans beaucoup de pays, de toute façon, la norme, c'est quand même l'école. Ça veut dire que quand on va à des réunions de famille, on va demander, ah, mais t'es en quelle classe? On va dire, t'es en quelle classe? Ah, mais t'as des bonnes notes à l'école? Donc, si toi, tu fais instruction en famille, que tu notes pas ton enfant, lui, il se dit, bah, en fait, j'ai rien à raconter, quoi. Donc, souvent, au niveau des enfants, le ressenti, à un moment donné, ça va être un ressenti peut-être d'exclusion ou de ne pas correspondre à la norme.
Et ça, c'est des choses que j'ai beaucoup entendues chez les enfants. Ils ont peur de ne pas avoir le niveau, par exemple. Moi, j'étais dans une école où il n'y avait pas les programmes et tout. Ils disaient, oh, mais j'ai peur de ne pas avoir le niveau. Et je dis, mais c'est quoi pour toi le niveau? Et en fait, c'est des choses qu'ils entendent, mais ça veut dire quoi le niveau? En fait, c'est aucune réalité palpable, mais je pense que c'est important de cultiver en parallèle un petit côté scolaire ou de rassurer l'enfant sur ses compétences. Voilà. Quand on choisit de faire beaucoup d'informel, c'est de rassurer l'enfant sur ah ben regarde, en CE1, ils font ça, 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 toi, tu as cet âge-là, ben, ça, vu, ça, tu sais faire, qu'est-ce que tu aimerais apprendre à faire? Voilà, je pense que c'est important de garder un lien avec les normes nationales pour que les enfants n'aient pas ce sentiment un peu d'exclusion. Et voilà, je pense que c'est le point négatif, enfin, c'est les points négatifs, la disponibilité que ça demande au niveau de l'adulte, d'avoir ses enfants tout le temps à la maison, etc. Et le côté enfin, le fait pour l'enfant de pouvoir se sentir exclu des normes. Je ne Ouais. sais pas si ça vous parle, Oui. les parents qui font l'instruction en famille. Alors moi, ça me parle, et au-delà de l'enfant, je dirais même le parent, en fait, parce que le parent qui prend cette décision-là, il est aussi plus dans la norme. Et ben, dans les échanges, aller expliquer que bon, ben, son enfant ne va plus à l'école et autres, ben, on est vu un peu comme... enfin, ouais, c'est vu comme ceux qui sortent de la norme. Donc, comment tu fais exactement, mais comment tu t'assures que ton enfant est le niveau? Et même en tant que parent, on se pose la question aussi de savoir, bon, ben, est-ce qu'il va bien coller dans la case ou pas? Même si on essaye de sortir de cela, mais moi, je sais qu'au tout début, quand j'ai commencé l'IUF, eh ben, c'était emploi du temps limite à l'école et il fallait limite faire à l'école à la maison. Donc, c'était 9h à 17h, on le fait à la maison. Alors qu'on n'a pas du tout le même cadre. Donc, on a la chance de pouvoir faire autrement. Mais pour moi, c'était vraiment rester collé de plus en plus. Avoir le livre pour telle matière, le livre pour telle matière, alors que on se rend compte que des fois, avec un livre, on peut faire vraiment plusieurs choses et plusieurs matières en même temps. Tout dépend de l'âge, bien sûr. Moi, ils sont en primaire, mais tout dépend de l'âge, bien sûr. Mais voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent parler de ce point-là. Avant, je continue mes questions, mais d'autres personnes qui veulent parler. Bonjour, je ne sais pas si vous Bonjour, m'entendez bien. Je suis pas on dans un t'entend endroit bien, Oui, très très merci. calme. Allô? oui, on Oui, on t'entend bien. t'entend. Vas-y. Oui, oui, moi je me présente Maddy. Je suis la maman d'une petite fille de 8 ans Mhm. et en fait elle est scolarisée. Donc je suis peut-être un peu le mouton noir dans le groupe. Pas du tout. Mais il y a des choses que vous avez dites qui font écho pour moi. Notamment la notion d'instruction en famille, parce que pour moi, en fait, l'instruction en famille, c'est beaucoup plus large, comme vous dites, c'est un programme. Et c'est pour ça que moi, avec ma fille, même si elle est scolarisée, j'ai l'impression de faire de l'instruction en famille, puisque pour moi, le programme proposé en France, hein, notamment, et dans pas mal de pays occidentaux d'ailleurs, ne répond pas à tout le spectre éducatif que j'ai envie d'apporter à mon enfant. Donc, les compléments, en fait, toutes les choses que j'ai envie de compléter avec ma fille, j'ai l'impression de faire de l'instruction en famille. Bien sûr. Après, pour moi, c'est aussi important ce qui a été dit par rapport au village, parce que pour moi, effectivement, instruire en famille, c'est pas seulement la cellule parent-enfant, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire que comme d'ailleurs le, bah, le dicton, on va dire africain le dit, il faut pas une personne pour élever un enfant, il faut tout un village, et c'est vraiment ça. Et moi, je le vois dans ma vie de tous les jours. Moi, ma fille, elle a plusieurs adultes référents, et je pense que c'est vraiment ça la clé. Multiplier les adultes référents, multiplier les exemples. On a beaucoup parlé dans pas mal de discussions avec d'autres Africains, comme quoi nos enfants manquaient d'exemples à la télé, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est à nous d'emmener en fait ces enfants à avoir des exemples ailleurs, mais des exemples qui peuvent les inspirer. Vous parliez d'un tatoueur, mais ça peut être aussi un ébéniste, quelqu'un qui travaille le bois, un artiste, un chanteur, Bien un sûr. musicien, un conteur. Enfin, tous ces types de personnalités qui vont lui montrer un spectre de la société, qui va lui donner envie, qui va aussi peut-être susciter
euh, bah, des carrières qui seront pas nécessairement celles qui sont presque téléguidées dans l'enseignement où tout le monde doit être docteur, tout le monde doit être scientifique, etc. Donc, montrer que d'autres corps de métier apportent aussi énormément à la société et à l'humain. Donc voilà, c'était un petit peu mon petit avis en disant que euh, je pense que l'instruction en famille, c'est beaucoup plus large en fait. C'est pas seulement être scolarisé ou ne pas être scolarisé, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus large, je pense. Oui, je suis tout à fait Oui. d'accord avec toi, hein. C'est vrai qu'on a tendance à se dire que c'est scolarisé ou pas scolarisé, mais on peut, et je crois qu'il y a un terme, on parle de co-schooling, je crois, mais les enfants vont à l'école, mais ils ont tout de même cet accompagnement avec leurs parents dans la vie de tous les jours et pouvoir aussi, hein, ce qu'ils apprennent à l'école, le mettre en pratique aussi chez eux et dans la vie de tous les jours. Et pour revenir sur la notion du village, c'est vrai que nous, on se rend bien compte que la famille, c'est pas seulement maman, papa et enfants, hein. Ça va aux tantes, ça va aux grands-parents, ça va aux amis proches de la famille. Et peut-être que tel parent a telle connaissance dans tel domaine, mais on va faire appel à une autre personne pour tout autre domaine. Et c'est dans ce sens-là que c'est très enrichissant pour les enfants. Merci, Oui, Maddy. mais moi aussi, oui, merci, Mazie, parce que je te rejoins aussi. Et c'est vrai que quand on parle d'instruction en famille, enfin, évidemment que c'est pas parce qu'on scolarise nos enfants qu'on n'a plus du tout de mainmise sur leur instruction. Au contraire, de toute façon, enfin, on apprend tout le temps et enfin, et évidemment qu'à la maison, malgré le fait que les enfants soient scolarisés, et heureusement d'ailleurs, on peut leur apporter beaucoup de choses et je te rejoins totalement sur l'importance en fait d'ouvrir en fait. Moi ce que j'entends c'est il y a que en fait on est les yeux de nos enfants. Donc si on a nos enfants avec nous dans tous les cas, on est en charge de leur ouvrir le monde, quoi. Et qu'en effet, si on voit que, à l'école, on sait que moi j'ai fait l'école en France, voilà, les niveau représentation, etc. C'est sûr que c'est pas à l'école qu'on m'a parlé de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba. C'est une fois que je suis rentrée à la maison que j'ai parlé à mon père de la colonisation, qu'on avait vu ça à l'école. Il m'a dit, ouh là là, mais attends, c'est quoi qu'ils t'ont raconté? Parce que je disais que Charles de Gaulle, il avait libéré l'Afrique, quoi. Il m'a dit, ouh là là, mais non, 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 mais c'est pas du tout ça. Et là, il m'a raconté toutes les, voilà. Donc évidemment que même si, enfin voilà, les parents qui nous écoutent et dont les enfants sont scolarisés, évidemment que l'accompagnement à l'instruction, il va aussi pour les parents qui ont choisi de mettre leurs enfants à l'école. Et après, c'est sûr que moi, dans mon cheminement, c'était, comment dire, quand je dis que j'accompagne les parents qui font l'instruction en famille, c'est que je sais que c'est une charge parfois qui peut être lourde à porter par rapport à des parents que j'ai pu fréquenter. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer cet accompagnement-là. Alors, pas seulement du point de vue de l'instruction, mais aussi dans le rapport à l'institution, dans la création de projets pédagogiques, etc., vis-à-vis de l'institution et tout ça. Mais c'est sûr que c'est des sujets qui peuvent intéresser tout parent, quoi. Ok. Alors, Est-ce qu'il y a d'autres questions, oui, peut-être? je vous laisse poser d'autres questions. Moi, je regarde ma liste en attendant. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres Et remarques? je voulais juste, j'ai pas une question, mais je voulais juste rajouter par rapport à, oui, le fait que l'enfant aille à l'école. En fait, on dit l'éducation nationale, mais en fait, l'éducation, elle se fait à la maison en premier. Et avant, je crois que ça s'appelait pas forcément l'éducation nationale, ça s'appelait l'instruction. En fait, c'est plus une instruction qu'ils font qu'une éducation. Bon, après, c'est une autre histoire, le fait que justement, ils veulent substituer l'instruction à l'éducation. Mais en fait, oui, voilà, l'enfant, il peut même aller à l'école, mais après, c'est tout ce qui se passe à la maison qui va faire son éducation et on peut l'instruire, compléter justement tout ce qui est vu à l'école et qui ne rentre pas vraiment dans notre vision, le corriger à la maison, quoi. C'est juste ça que je vais rajouter. Ouais. Merci. Alors après, je vais Et, poser une et question. aussi, Vas-y, Catherine, pardon. Et oui, non, je voulais juste rebondir, oui, sur le fait d'avoir plusieurs adultes référents. Je trouve ça
Euh, Justement, moi, je vois en faisant l'école à la maison, le fait d'avoir d'autres adultes aussi, enfin, les adultes qui peuvent être référents, ça peut être aussi d'autres parents qui font l'instruction en famille aussi. Et je trouve que c'est important pour l'enfant d'avoir un panel de références qui peuvent lui apporter différentes choses, en fait. Ouais. Oui, bah, à ce propos-là, par exemple, moi, à l'école où je travaillais, donc vu qu'il n'y avait pas d'emploi du temps figé, pas de classe, on était plusieurs adultes référents. Et par exemple, il y a des enfants, quand ils rencontraient un problème, ils allaient venir se confier à moi pour en parler, pour libérer l'émotion, etc. Et quand je dis, mais attends, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Du coup, est-ce que tu veux que avec tes parents, on fasse une réunion quand il y avait des choses un peu graves? Est-ce que tu veux qu'on fasse une réunion, qu'on prévienne les parents de la personne avec qui ça. Elle dit, ah non, mais ça, j'ai déjà vu avec Maud, avec moi, j'avais juste envie de parler, parce que ça me fait du bien de parler. Donc, pour aller résoudre le problème, enfin, pour se décharger émotionnellement, c'était avec moi. Pour résoudre le Ouais. problème, en profondeur, c'était avec moi. Et en fait, c'est des petites choses, mais enfin, qui paraissent en fait Ouais. un peu bêtes, mais qui sont pour moi très importantes en fait, d'avoir vraiment différents référents, pas juste pour la transmission de compétences, mais aussi pour l'expression, pour la résolution des problèmes, etc. Voilà, Ouais. petit âge. Oui, j'aimerais juste rebondir effectivement par rapport aux adultes référents. Pour moi, c'est vraiment crucial dans la construction humaine, hein, comme on disait. Enfin, j'en parlais parce que j'ai travaillé dans l'éducation nationale pendant un moment, et c'est vrai que la condition de l'apprentissage, hein, pour n'importe quel être humain, c'est d'être en sécurité émotionnelle. C'est-à-dire que peu importe le potentiel avec lequel on va arriver, peu importe le matériel avec lequel on va pouvoir nous outiller pour pouvoir apprendre, si un enfant n'est pas en sécurité émotionnelle, il pourra rien apprendre, il pourra rien intégrer. Donc, c'est vrai que le rôle pour moi de parent, on va dire, de parent géniteur, c'est effectivement de s'assurer que son enfant est entouré d'adultes bienveillants et de faire en sorte que justement ses expériences avec ces adultes soient le plus positives possible. Mais après, il faut lâcher prise dans le sens que l'enfant, effectivement, après, il va choisir les adultes avec lesquels il veut partager telle et telle expérience. Par exemple, moi, je sais que ma fille, elle va se confier très. Moi, je suis la confidence de ma fille. Elle ne va pas s'exprimer avec les autres adultes. Elle viendra toujours me dire ce qui ne va pas à moi exclusivement. Mais par contre, il y a des choses que je sais qu'elle apprécie faire avec d'autres personnes et je ne vais pas du tout le prendre mal en tant que maman en me disant oui, oh là là, c'est pas moi qui. Ma fille vient pas me voir à chaque fois qu'elle a envie de faire ci, elle a envie de faire ça. Non, c'est-à-dire que effectivement, je trouve que c'est un signe de bonne santé sociale en fait pour l'enfant de vouloir faire des choses différentes avec des personnes différentes et que effectivement en tant que parent on assume aussi hein, ce rôle de se dire effectivement on envoie en quelque sorte nos enfants vers d'autres adultes pour qu'ils puissent faire des expériences de vie agréables bien sûr mais qui vont être différentes de celles qui vont vivre avec nous et je pense que ça aussi c'est important de le dire parce que moi j'ai aussi vu des expériences de famille qui étaient bah, en éducation à la maison et qui fonctionnaient avec des enfants qui finalement ne faisaient pas suffisamment confiance ou en tout cas n'étaient pas suffisamment en, dans une relation ouais, de confiance et d'interdépendance avec d'autres adultes pour pouvoir ou obéir ou suivre des directives que d'autres adultes pourraient donner ou pouvoir bah, se confier ou pouvoir justement dire quand ça ne va pas, ou pouvoir dire quand on ne veut pas faire quelque chose. Enfin, tous ces choses, pour moi, c'est très important. Et au-delà du fait, je veux dire, il y a aussi une responsabilité émotionnelle vis-à-vis des parents, de se dire que effectivement, l'éducation, c'est pas seulement les choses qu'on apprend,
donc savoir notre histoire, etc. Mais c'est aussi une maturité émotionnelle qu'on peut acquérir que en étant en face de personnes qui ont des fonctionnements différents, qui vont avoir des points de vue différents, des activités différentes, qui vont traiter aussi, communiquer avec l'enfant de façon différente. Enfin, tout ça, c'est important en tant que parent de aussi savoir apprendre à se lâcher prise et se dire, je ne suis pas responsable d'absolument tout, mis à part des choses où qui, effectivement, on sécurise les conditions de l'apprentissage. Voilà. Ouais. Oui, merci. Merci, mais oui, je suis d'accord aussi. Tout à fait d'accord. Je vais continuer mes petites questions. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions entre-temps qui arrivent. Je vais poser une question où je pense que on va arriver assez rapidement, mais pourquoi pour toi c'est important cette notion d'accompagner les enfants, donc dans l'instruction, mais avec cette vision afrocentrée? Pourquoi pour toi c'est important vraiment Alors, d'appuyer sur ce point en tout cas? alors, pourquoi j'appuie sur ce point aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons personnelles et il y a des raisons plus globales. Mes raisons personnelles, c'est que moi, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente surtout, j'ai beaucoup manqué en fait de cette vision. Je pense que ma génération, bon, je sais pas, bon, je parle de génération, je sais jamais combien de temps c'est une génération, mais on peut se mettre un peu dans la même génération, je pense. Problème. On a une conscience. Quand je parle par exemple avec mon papa, qui a grandi en France, qui est arrivé à 13 ans en France, qui est togolais, il me dit en fait, l'idée c'était de se fondre un peu dans la masse, quoi. C'était de pas trop se faire remarquer. Donc oui, il y avait l'attrait pour l'Afrique, oui, il y avait machin, mais on n'allait pas forcément combattre les stigmates. Enfin, il y avait quelque chose de, pas une soumission, mais hein, une acceptation de certaines choses aujourd'hui qui ne sont plus possibles. Donc, et aujourd'hui, je pense que c'est enfin, je vais pas vous faire l'histoire, hein, vous la connaissez, mais je pense que la population, le peuple africain et les afro-descendants ont été un peuple qui ont été quand même déshumanisés, qui ont été retirés de l'histoire, qui ont été stigmatisés énormément. Et du coup, toutes les représentations qu'il y a aujourd'hui, même si ça tend à évoluer, mais pour moi, ça évolue en surface, mais pas forcément en profondeur, euh, voilà, c'est des représentations négatives et je pense que c'est nécessaire de regarder juste l'histoire avec un autre point de vue. Maintenant, je pense que c'est utile à la fois pour les afrodescendants, mais pas que. Parce que moi, j'ai une vision où bah, en fait, les sciences qui ont été développées, par exemple, dans l'Égypte antique, les sciences qui sont développées dans les religions ancestrales, c'est des sciences qui servent l'humanité et pas seulement les afrodescendants. Et je pense que et moi, ma vision des choses, c'est l'harmonie. Et pour qu'il y ait une harmonie à un moment donné sur cette terre, il va falloir que tout le monde s'intéresse un peu à toutes les visions qu'on peut avoir. Et donc, diffuser pour moi des supports, la création de supports la création, enfin, diffuser des supports qui existent déjà et tout ça, ça permet aussi une harmonisation des visions. Et pas seulement pour les afrodescendants, mais aussi pour, enfin, pour tout le monde, en fait, que ce soit les Asiatiques, que ce soit les... Et qu'à un moment donné, c'est nécessaire pour une évolution vers la paix dans ce monde, parce que sinon, je pense que ça risque d'être compliqué, quoi, à un moment donné. D'évoluer de façon sereine dans un monde raciste comme il est aujourd'hui, quoi, avec des représentations aussi négatives. Et du coup, moi, aujourd'hui aussi, si je veux créer ces programmes-là, c'est aussi pour pouvoir les mettre en place au Togo aussi et dans d'autres pays, j'espère, par la suite. Parce que j'aimerais créer des centres, j'aimerais voilà, des centres de ressources, comme je disais tout à l'heure, qui sera accessible autant aux enfants qu'aux adultes. Et c'est vrai que pour moi, cette vision manque. Ça veut dire que voilà, j'étais au Togo, je fais du jardin avec les enfants. Et c'est pas forcément des revendications politiques historiques, hein, ça va être des exemples bêtes sur le climat. Je cherche des histoires pour enfants qui parlent de jardinage. Ben voilà, ils disent qu'on plante la graine au printemps.
Mais il n'y a pas de printemps en Togo, donc on plante la graine avant la saison des pluies, en fait. Et ne serait-ce que des petites choses comme ça, mais c'est des choses qui, pour moi, sont très importantes pédagogiquement. Et le fait d'avoir ces réalités-là, ça permet aussi à l'enfant de mieux connaître son environnement, de savoir d'où il vient, de savoir ce qui se passe autour de lui, quoi. Si on parle de géographie, si on parle d'histoire, si on parle de sociologie, si on parle de représentation du monde aussi, les dessins animés. Voilà, on voit bah, voilà, les mangas, par exemple, ça va représenter une certaine culture, ça va représenter une façon de penser, ça va représenter un cheminement spirituel aussi. Il y a beaucoup de mangas qui sont très spirituels, qui portent beaucoup de visions spirituelles. Mais pour moi, l'idée, ça serait d'avoir des équivalences. Alors, pas forcément sous cette forme-là. On a les contes en Afrique, on a beaucoup de choses déjà. Mais de réactualiser tout ça et de le diffuser au maximum. Je ne sais pas si j'ai été claire. Je suis partie un Non, peu si dans tu tous as les été sens. clair. Non, si tu as été clair. J'avais une question qui est partie, mais qui va revenir. C'est pas grave. Ça va revenir tout à l'heure. Ça va revenir tout à l'heure. Alors, je regarde mes prochaines questions. Est-ce que je voulais te demander d'autres? Oui, comment se passe, si tu dois nous expliquer vraiment comment se passe l'accompagnement d'une famille qui a bah, soit un ou plusieurs enfants en instruction en famille. Là, on prend l'exemple de l'instruction en famille, mais on peut prendre aussi l'exemple d'une famille qui souhaite accompagner bah, son enfant aussi, même si l'enfant est scolarisé. Comment ça se passe exactement? Où commence l'accompagnement et jusqu'à où il va? D'accord. Alors, moi, ce que j'ai pensé mettre en place déjà, c'est qu'il y a différents domaines d'intervention. Ça peut être sur l'organisation du quotidien, ça peut être sur la communication avec l'enfant. Moi, je suis formée en communication non violente, donc ça peut être à ce niveau-là aussi. Ça peut être bah, au niveau de trouver de la matière, en fait, des supports pédagogiques pour transmettre, donc des conseils de livres, la création. Moi aussi, je peux créer des supports sur Canva. Enfin, voilà, c'est des choses que j'ai déjà fait. Euh, et ça peut être, voilà. Donc pour moi, en fait, ce que j'imagine, c'est que déjà, je fais un questionnaire, j'ai un questionnaire qui est en place pour savoir en fait quels sont vos besoins, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc, quels sont les besoins? Quels sont ceux auxquels je peux répondre? Et après, de mettre en place, l'idée, c'est de faire un rendez-vous hebdomadaire ou bimensuel en fonction des besoins, encore une fois, et qu'on se fixe des objectifs ensemble. Ah ben moi, j'aimerais bien je réussir à gérer un peu mes émotions quand mes enfants, quand ma fille, elle ne veut pas travailler, trouver des façons de travailler avec elle. Donc voilà, ça peut impliquer ou pas l'enfant aussi. Donc l'enfant, il peut faire partie aussi de l'accompagnement dans la mesure où ben, on peut signer des contrats. Ok, donc maintenant elle m'appelle parce qu'elle elle a un peu de mal à travailler avec toi. Comment ça se passe pour toi? Comment tu vis le truc? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Donc l'enfant va dire ce qui se passe, la maman va dire ce qui se passe et on va voir quels engagements mutuels vous pouvez prendre. Oui, mais attends, maman, dès le matin, moi j'aimerais bien faire un peu de sport le matin et elle veut que je fasse du français. Ah d'accord, est-ce que maman elle serait prête à décaler l'horaire? Enfin voilà, ça peut être imaginer des solutions aussi avec l'enfant pour harmoniser en fait tout ce qui est l'accompagnement du quotidien. Là, ça peut paraître un peu fou, mais en fait, si vous avez envie, contactez-moi. Et Oui. puis vraiment, parce que ça dépend vraiment des besoins que vous avez, voilà. En tout cas, c'est assez large. Ça veut Et dire que c'est assez aussi, large. donc si c'est pour les personnes qui sont en instruction en famille, ce serait aussi dans le rapport avec les inspecteurs. Ça veut dire écrire son dossier pédagogique avec le langage scolaire que eux ils connaissent, parce qu'en fait, il y a des fois, j'ai eu des témoignages de parents, et c'est vrai que bah, eux, enfin, voilà, ils ont leur grand concept d'être à l'écoute des besoins de l'enfant, etc. Les inspecteurs, ils s'en foutent. Eux, ils ont une grille de compétences. Ils se demandent comment tu vas mettre la grille de compétences dans la tête de ton enfant et à travers quelle méthode pédagogique, quoi. Donc, il y a des choses, voilà, il y a des choses aussi sur lesquelles je peux soutenir pour le rapport avec les inspecteurs et préparer un peu l'inspection, le cas échéant. Voilà. Et est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions peut-être Oui. que je puisse préciser des Laisser les choses, des personnes, s'il y points? a des personnes qui ont des questions. En tout cas, ce que je retiens, c'est que c'est un accompagnement assez général et assez global. Donc, ça peut être les besoins du parent, ça peut C'est être purement administratif, ça peut être pédagogique. Et, OK, c'est ça peut ça. être support.
Ok. Est-ce que c'est un accompagnement du coup qui se fait sur une durée? Ça peut être une durée, tout dépend aussi. Donc ça peut être sur 2 mois, Voilà, moi le j'avais temps de pensé mettre en sur une durée minimum de 3 mois D'accord. pour que j'imaginais que c'était ce qui permettait de plus ancrer quelque chose parce que dans la mesure où, par exemple, des fois on va mettre des choses en place, mais en fait pour que ça devienne vraiment une habitude et que ce soit ancré après dans la pratique, je pense que ça nécessite un accompagnement de minimum 3 mois. Mhm. Mais après, voilà, à voir. Après, c'est pareil. Hein, c'est comme, en fait, moi, tu sais, je fais un peu comme avec les adultes, comme je fais avec les enfants. Ça veut dire que je m'adapte beaucoup aux personnes que j'ai en face de moi, à leurs besoins, à leurs questionnements. Et voilà, si au bout d'1 mois, la personne me dit tout roule, voilà, j'ai l'impression que j'ai pris ce que j'avais à apprendre, j'ai réalisé ça, et que voilà, mes besoins sont comblés, que tout va bien. Bah, moi, je ne vais pas insister. Après, moi, je suis quelqu'un, c'est pareil. Je ne suis jamais totalement détachée des personnes que j'accompagne. Hein. J'ai fait des formations avec des écoles et tout, des orphelinats aussi pour des éducateurs. Je suis toujours en lien avec eux. Quand ils ont des questions, ils m'appellent. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas non plus la fin d'un coup. Mm. Ça reste un Ok, accompagnement humain, quoi. ok. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je continue. Ok, ben, je vais continuer. Alors, j'ai regardé un petit peu ta page Facebook et j'ai noté que ton slogan, c'est apprendre et transmettre dans la joie. Donc, je pense que ben, du Mm. coup, ça reboucle avec ce que tu nous expliquais de communication bienveillante ou bienveillante, communication non violente. Si tu pouvais un peu nous dire ce que ça représente pour toi. Et alors, je dis ça représente pour toi, mais aussi ça représente pour nous Africains, en fait. Et comment on peut mettre cela en place, quelles difficultés ben, on rencontre. Parce qu'on sait, en tout cas, je parle à titre personnel, hein, je ne vais pas généraliser, mais on sait qu'on n'a pas toujours été, enfin, je sais que pas toujours eu cet œil bienveillant, en tout cas dans notre éducation. Donc voilà, et quel est le chemin qui nous reste à parcourir pour arriver à une communication la plus bienveillante. Et après, je complète encore ma question parce que des fois, moi, j'ai le sentiment que communication bienveillante, c'est oui à tout et communication ultra permissive. Mm. Donc voilà, quelles sont les limites D'accord. aussi? Enfin, comment on arrive à bien rester dans ce cadre Ok. de communication bienveillante sans laisser les enfants décider de tout? D'accord. Alors, déjà, je vais commencer par pourquoi apprendre et transmettre dans la joie. Ok. Déjà, Haya, mon prénom en hébreu, ça veut Haya, Haya, c'est être dans la joie. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Et que pour moi, en fait, l'essence, quand je demande par exemple à des gens, mais pour toi, c'est quoi l'enfance? Ça reste l'enthousiasme, ça reste la curiosité, ça reste la joie et l'envie d'apprendre, en fait. Et pour moi, quand j'accompagne des enfants, le tout, c'est de partir. Le point de départ, en fait, c'est cette joie et cette envie d'apprendre que je vais utiliser, en fait, cette curiosité. Donc, il y a un enfant qui va me parler de ses jeux vidéo tout le temps. Ah, bah, le jour où je vois un magazine sur Minecraft, le petit qui aime pas lire, je vais lui amener son petit magazine de Minecraft. Et là, il va passer sa matinée, on va lire le magazine. Et pour moi, en fait, c'est ça, apprendre et transmettre dans la joie. C'est de d'oublier un peu justement tous ces conditionnements qui font que l'apprentissage, c'est un peu comme ça, carré dans les livres, c'est comme ça, c'est telle heure, c'est les maths, c'est telle heure, c'est ça. Et de se servir de tout ce qui est vivant, tout cet enthousiasme, en fait, pour faire les points de départ des apprentissages et de se servir des intérêts des enfants pour les amener à apprendre et à partager. Parce que après, on va dire, oui, mais quand tu as 20 enfants, là, quand tu as 20 enfants, c'est la même chose, en fait, sauf que ils vont partager. Ça veut dire que ce jour-là, ça sera peut-être plus centré sur les centres d'intérêt de un tel, et puis demain, on va faire les centres d'intérêt de un tel. Et si je peux, bah, je vais amener plusieurs supports qui permettent aux différents enfants de s'y retrouver aussi. Donc ça, c'est pour le côté savoir. Après, moi, je suis quelqu'un aussi, j'aime partager. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de passion, j'aime la vidéo, j'aime la photo, j'aime la danse, je crée des spectacles, j'aime écrire des spectacles, faire de la vidéo et tout ça. Bah, c'est des choses aussi que je vais partager avec les enfants. C'est-à-dire que ce que je transmets, j'y trouve du sens aussi, quoi.
Voilà, des fois, j'ai regardé un super documentaire. Si je vois mes ados, bah, je vais dire, ah, bah, les gars, vous connaissez Thomas Sankara? Non, là, j'ai vu un super documentaire. Venez, on le regarde. Et vu que moi, j'ai la joie et l'enthousiasme et que les enfants me font confiance, et ça permet aussi de créer un lien et que les enfants soient aussi plus à même de rentrer dans ce qu'on leur propose aussi. Donc, c'est cultiver à la fois la joie chez l'enfant, mais cultiver la joie et l'enthousiasme chez nous aussi quand on se met dans une posture de transmission. Et si c'est bon, allez, c'est l'heure d'aller lire là, parce que on a dit que c'était la lecture, le français là, entre 11h et midi. Bon, et tu te dépêches, tu viens. Bah, ça donne vachement envie, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est allez, t'as vu, allez, dernière fois, tu m'as dit que tu étais déçue de ne pas savoir lire. Allez, viens, on va faire ça, on fait ça Voilà, c'est de toujours garder, d'essayer, en tout cas, de garder cet enthousiasme et cette joie comme base de transmission. Après, tout ce qui est communication non violente et tout, je pense que ça, c'est plus une approche, comment dire, c'est d'abord une approche en fait qu'on a avec soi-même. C'est-à-dire que je vous fais très court, hein, mais la communication non violente, ça te dit que toutes tes réactions, ça vient d'émotions qui sont suscitées par des besoins qui sont nourris ou pas nourris. Tu vois? Donc ça veut dire que ça veut pas dire laisser faire n'importe quoi parce que si toi tes besoins ils sont pas nourris, si tu es fatigué, tu vas pas laisser ton enfant crier à côté de toi parce que c'est pas OK pour toi en fait. Mais juste la façon de l'exprimer, ça va pas être tais-toi. Ça va être dans la façon de communiquer, ça va pas être tais-toi. C'est bon, là tu te tais. Non, ça va être écoute, la maman elle est fatiguée, j'ai besoin de calme. Si tu veux faire du bruit, je te propose d'aller dans ta chambre, de changer d'espace ou moi je vais aller m'isoler, mais tu me laisses tranquille parce que j'ai besoin de calme. Et c'est dit, en fait, c'est-à-dire que l'enfant va forcément percevoir ça différemment que tais-toi. Parce que tais-toi, souvent, il va se taire 3 minutes parce que ça va faire un choc. Et puis après, bon, bah, une fois que c'est oublié le tais-toi, il va recommencer à faire du bruit. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas répéter les choses et tout ça, mais c'est que dans la façon de communiquer, en fait, on enlève le jugement, on enlève. Ah, bah, par exemple, ah, t'es méchant. Non, c'est pas que t'es méchant, c'est que parfois, bah, ah là, le comportement que t'as avec je n'apprécie pas du tout le comportement que t'as avec ta sœur, le fait que tu lui tires les cheveux, le fait que tu viennes, qu'elle te dise de la laisser tranquille et que tu reviennes avec elle, c'est pas OK, donc t'arrêtes en fait. Et pour moi, c'est plus trouver les sources du problème et de l'exprimer sans catégoriser l'enfant en fait. Pour moi, c'est plus ça la communication non violente que de dire oui à tout. Ça veut dire, enfin, pour moi, c'est pas du tout, c'est pas du tout, comment dire, même la bienveillance, parce qu'au final, comme on disait aussi, il y a un côté miroir chez les enfants. Et du coup, si toi, tu apprends à ton enfant à pas t'écouter, ça veut dire que tu dis oui à tout, alors tu es fatigué, mais c'est pas grave, on va faire ça parce que ça te fait plaisir. Ben, en fait, tu n'apprends pas à ton enfant à s'écouter, tu n'apprends pas à ton enfant à respecter ses besoins non plus. Donc, c'est pas. Je sais pas si tu vois un peu la nuance. Si je vois la nuance, Mmh. après, c'est toujours la même chose, c'est dans la pratique, en fait. C'est toujours. Vas-y, donne-moi un exemple, par exemple. Faudrait que je recherche un exemple. Faudrait que je recherche un exemple. J'essaie de. Dans lesquels tu te dis que toi, tu as des réactions violentes, Bah, tu vois mais là, que l'exemple. tu peux pas faire autrement. Non, mais tu vois là, l'exemple de tais-toi. Ouais, Quand tu donnais l'exemple de tais-toi, eh ben, donc tu expliquais à l'enfant, ben, je veux pas que tu fasses du bruit à côté de moi, je suis fatiguée, j'ai envie de me reposer, etc. Et tu peux aller dans une autre pièce, en fait, si tu as envie. Mais ma première réflexion dans ma tête, c'était de me dire, mais j'ai juste envie qu'il se taise, en fait. J'ai juste envie qu'il se taise. Ma première réflexion, c'était de se dire ça. Mais ouais, en effet, mais en effet, et je pense que c'est là où il faut que moi, dans mon esprit, je le vois autrement, c'est que ben, l'enfant qui va faire un peu de bruit à côté, ben, ça ne va pas me gêner. Donc le premier souci qui fasse du désordre dans ma tête, eh ben, il est réglé. Mais c'est vrai que dans l'immédiat, et je pense que c'est toujours ça, c'est le fait de devoir réagir ben, tout de suite et d'attendre un résultat tout de suite, en fait. Je pense que c'est vraiment ça. c'est ça. Et c'est dans Voilà. les Et après, faits, c'est ce que j'allais tu dire. vois, Dans le côté, comment dire, positif, négatif, c'est que pour moi, en fait, on va agir. Il y a différentes motivations à l'action. Et moi, mm, personnellement, je suis quelqu'un, j'ai toujours mal supporté l'autorité.
Mm. C'est-à-dire que moi, quand on avait des excès d'autorité, ma défense, c'était de me marrer, en fait. Parce que tu vois, il y a quelqu'un qui est en colère, tout d'un coup, toi, tu es en train de faire ton petit truc tranquille et il y a quelqu'un qui est en train d'exploser à côté de toi. Mais je me suis pris beaucoup de gifles à cause de ça, hein, mais je rigole, quoi, je rigole. Et du coup, moi, quand j'étais en tant qu'adulte, qui accompagne les enfants maintenant, j'ai toujours refusé d'être dans cette position un peu de tyran. Enfin, voilà, bah, je Mm. veux que tu te taises, alors tu te tais. Bah non, en Mm. fait, si t'es joyeux et que t'as envie de chanter, bah chante. Enfin, si c'est Mm. moi que ça gêne, pourquoi en fait l'enfant il aurait pas. Non, mais C'est c'est comme vrai. si toi tu rentres et t'es là, tu es en train de danser parce que t'as une bonne nouvelle et qu'on te dit, mais vas-y, calme-toi là, c'est quoi ton problème? Vas-y, calme-toi. Enfin, ouais. Ouais, ouais, Et ouais. en fait, pour moi, c'est ça aussi, c'est que il y a des rapports de respect et de domination, enfin de respect d'autorité qui sont les bienvenus, on va dire, dans la mesure où, bah ouais, quand il y a un danger, quand un enfant qui est en train de s'approcher du feu et que tu lui dis arrête, c'est bien qu'il s'arrête, en fait, c'est bien qu'il t'écoute. Après, il y a des moments où il faut se rendre compte aussi qu'on est un peu tyran, c'est-à-dire qu'on veut imposer notre état à l'autre, quand bien même, en fait, c'est pas mal, en fait, de chanter, c'est pas mal de Mm. parler, c'est pas mal de crier. C'est juste que là, c'est toi, ton besoin de calme qui fait que ça devient mal, tu vois? Je sais Non, pas non, non, mais c'est très clair. Non, si non, non, c'est non, mais clair. si, 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 Et du très coup, clair. C'est très clair. et du coup, après, c'est sûr que avec ces démarches-là, c'est pas du action-réaction. De toute façon, c'est sûr que la peur, bah, c'est pareil, hein, quand on dit à quelqu'un de mettre sa ceinture en voiture, les gens ils disent ah ben je vais mettre la ceinture parce qu'il y a la police. Ben non en fait, tu mets la ceinture parce que ça peut te sauver la vie. Et en fait pour moi c'est ça la différence. C'est je me tais parce que j'ai peur de maman ou je me tais parce que ah maman elle a besoin de calme et du coup j'ai envie de prendre soin d'elle. Et je crée un lien d'empathie avec mon enfant qui fait que il obéit pas par la peur, mais il obéit par empathie en fait, par empathie avec ce que toi tu traverses. Et pour moi c'est ça aussi l'apprentissage. Ça fait partie aussi d'un apprentissage de la vie. Et, mais c'est sûr que bah, des fois, ça demande quand même, il y a une phase un peu, pas de négociation, mais de demande en fait. Ok, est-ce que tu serais d'accord d'aller faire du bruit ailleurs, d'aller jouer ailleurs? Et est-ce que toi, tu es prête, si tu as envie de calme, à aller t'isoler dans ta chambre aussi, tu vois? Et c'est vrai que bah, c'est. Oui, ça change en fait, Mais, ça change, en fait la posture change parce qu'on passe d'une autorité par la peur à quelque chose, à quelque chose de plus, qui s'inscrit plus dans l'échange, quoi. mm. Tu t'en penses quoi? Et Je sais. Oui, il y a une main je qui se voulais lève. juste rajouter, oui, c'est Catherine. Vas-y. Ça me fait penser en fait à des situations où quand je demande quelque chose à mon enfant et qu'il me dit non. Mm, En fait, ou quand, ouais, quand je lui demande de faire quelque chose et que lui ne veut pas, en fait, d'un côté, ça me fait plaisir qu'ils me disent non, parce que mm. je me dis, bon, il a quand même toujours Sur le bras. son libre arbitre, voilà. Enfin, en fait, c'était juste une réflexion que je m'étais faite, que après, quand on habitue si on habitue les enfants à nous obéir au doigt et à l'œil, que dès qu'on dit un truc, on veut qu'ils le fassent immédiatement, en fait, c'est un comportement qu'après, ils vont forcément reproduire avec d'autres personnes. Et du coup, au niveau de leur caractère, c'est pas forcément quelque chose de bénéfique parce que quand on obéit tout de suite, on se pose pas la question de se dire est-ce que j'ai envie de faire ça, voilà comment je me sens par rapport à ce qui m'est demandé. Et du coup, voilà, quand l'enfant dit non, je vais pas forcément me mettre dans tous mes états, mais je me dis bon, il a quand même toujours son libre arbitre et il y a un côté positif. Enfin, je sais pas si je Mm. suis bien comprise, mais Oui, oui. voilà. Mm. Oui, en effet, c'est vrai que souvent, voilà, mais et après, franchement, pour avoir été avec des groupes ou avec même parfois garder des enfants, mais c'est vrai que des fois, tu as juste envie, je dis, tu fais en fait, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est fatigué, parce qu'il n'y a pas la patience, parce qu'il n'y a pas la disponibilité.
Et parce que Ouais. aussi ce refus, bah, par exemple, voilà, moi, des fois, je dis aux enfants, bah, allez débarrasser la table. Ah bah non, hein. Ah bon, bah, en quel autre temps, en fait? Parce que tu crois que moi, j'ai envie de débarrasser la table? Bah non, donc c'est un truc. Et hop, 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 et là, oui, tu dis hop, 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 on s'y met tous et c'est vite fait, et ça, et c'est fait, en fait. Mais, Mm. mais comment dire, mais après, c'est quand même ce que tu disais, Catherine, c'est quand même sain que l'enfant, en fait, il a un libre arbitre. Et comme nous, mais comme nous, des fois, on a des choses à faire. Si là, je vous dis, prenez tous une guitare, on va faire de la guitare, vous allez peut-être me dire, bah non, j'ai pas envie de faire de la guitare maintenant, en fait. J'ai pas envie d'apprendre de la guitare, fous-moi la paix. Enfin, et si je vous Ouais. force, ça vous allez le faire, mais à contre-cœur, vous allez faire, oh, ok, d'accord. Et en fait, c'est ça, c'est que le fait qu'un enfant ait un libre arbitre, des fois on l'oublie, on aimerait que ce soit, voilà, comme, ben voilà, je déplace, je prends mon truc, je le mets là, bah ça bouge pas, quoi. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Bon. Après, moi, j'ai juste envie de rajouter, justement, parce que moi, ça m'a fait beaucoup rire, là. J'ai beaucoup souri pendant vos interventions parce que ça a fait écho à plein de, plein de moments de vie. Et c'est vrai que la coopération d'un enfant qui dépend de nous, c'est compliqué. Parce que moi, je pensais à l'exemple, moi, je vais dans un endroit et tu me laisses tranquille, mais je me souviens clairement d'un moment où ça marche pas du tout, puisqu'elle me suivait. Donc, je voulais m'isoler, mais ça marchait pas du tout. Elle me suivait parce que elle avait, elle, dans son idée de faire le truc avec moi, elle avait envie que je sois présente. Donc, même si moi, j'avais besoin de calme, pour elle, c'était pas non plus ce que elle avait besoin. Donc, elle luttait aussi pour sa part, voilà, son côté de Bien la sûr. couverture, quoi. Et c'est là aussi que la communication non violente, il y a le fait Ouais, de pouvoir s'exprimer soi, et il y a le fait aussi d'être à l'écoute du besoin de tout l'autre à et de fait. trouver parfois, et en fait, on n'a pas idée, mais des fois, il y a des solutions. Des fois, il y a des. Enfin, je sais pas comment dire. Ah, ok, donc là, ma chérie, ok, qu'est-ce que tu veux? Ta, ta, ta. Tu veux ça, ta, ça, t'as envie que je fasse ça avec toi. Bon, si je fais ça avec toi, après, tu me laisses aller me reposer. Ou, bah tiens, une bonne technique pour apprendre l'heure. Quand l'aiguille, elle sera là, là, je me repose. Quand l'aiguille, elle sera là, je serai avec toi. Mais là, en attendant, je ne suis pas disponible et je ne te répondrai pas. Parce que là, Mm. je suis fatiguée. Et en fait, après, Ouais, ça ouais, demande. non. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution, comment dire, c'est pas Ouais, pour ça que ça ouais. va être magique, ça demande aussi de la Non, 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 répétition, c'est vrai. ça Ouais. demande de. Mm, Mais mm, c'est vrai qu'après, il y a toujours aussi, où bah toi, bah oui, mais maman, elle a envie d'être au calme, et toi, tu as envie que je sois avec toi. Comment on peut faire? Comment on peut trouver une solution? mm, Aussi, mm, parfois mm, les enfants, en fait, ça veut dire que ça demande aussi beaucoup de créativité. Et c'est vrai avec les enfants, et c'est vrai dans toutes nos relations, en fait. C'est vrai dans toutes nos exactement. relations. Si vous appelez une amie à vous parce que vous avez envie de papoter, mais que ce soir elle a envie d'être tranquille, et que vous aviez envie de manger au resto avec elle pour papoter, bah, peut-être que vous allez passer une heure au téléphone, mais pas vous voir. Et au final, bah, elle, elle sera tranquille chez elle, mais en même temps, elle vous aura écouté aussi. Je veux dire, Mm, quand on a des besoins contradictoires, en fait, on a toujours des solutions. Et pour moi, c'est aussi une habitude aussi de cultiver cette créativité pour pouvoir répondre aux besoins de chacun, mm, sans mm, mm. être soi en train d'imposer ses besoins et sans subir les besoins de nos enfants, enfin des enfants non plus. Et c'est un équilibre en fait à trouver et des solutions à trouver. Bah, comment on peut répondre à la fois à un besoin de calme et à un besoin d'amusement. Voilà, compliqué, Ouais. mais ça se trouve en réalité quoi. Et aussi là-dessus, moi, après, je suis pas maman, encore une fois, comme ça je le répète parce que pour moi, c'est un facteur très important. Mais c'est vrai que Mm, moi, ce que je me dis parfois, c'est que en tant qu'adulte, c'est plus facile en fait de mettre nos besoins de côté qu'un enfant. Et encore plus en fonction de l'âge de l'enfant. Un enfant oui, avant c'est sûr. 12 ans, Mm. tu lui dis patiente, what? Patiente quoi? Non. À 3 4 ans, tu vas dire attends, maman, elle va se reposer. Au bout d'une minute, elle aura l'impression que ça sera sa vie. Et puis elle viendra, ah, c'est bon, tu t'es reposé. Eh ben non, concrètement, c'est très difficile pour. En fait, il y a des choses qu'on ne Mm. peut pas demander à certains. Enfin, sur lesquels moi, par exemple, je prends sur mes besoins parce que je sais que là, c'est difficile à gérer pour l'enfant et parce que je me sens la disponibilité pour le faire et voilà. Et c'est peut-être là parfois que Yolène, toi tu dis que ça fait un peu des enfants rois ou etc. Mais pour moi en fait c'est juste que
on peut pas demander l'impossible à un enfant, quoi. Gérer ses émotions, c'est très difficile. Attendre quand tu as envie ou besoin de quelque chose, c'est très difficile. Et voilà, moi, c'est là-dessus aussi que je me base pour dire que de temps en temps, ok, mon petit besoin, là, je le mets de côté. Je vais trouver une façon de bien le nourrir après, mais là, pour l'instant, on va donner priorité à l'enfant, quoi. Alors moi, j'aurais une question pour toi par rapport aux ultimatums. Mhm. Tu penses quoi de donner des ultimatums dans le sens où euh, euh, s'il y a une règle et qu'elle n'est pas respectée, est-ce que toi, tu penses que, je sais que tu viens de nous dire que ton rapport à l'autorité, Ah ouais, elle est un peu, enfin, comme tu dis, un peu particulière, mais la notion de règle, en tout cas, c'est vrai que ça existe partout, hein, pas que à la maison, c'est absolument partout. Est-ce que lorsqu'on a fixé une règle et qu'elle n'est pas respectée, euh, est-ce que toi, tu donnes des ultimatums? Est-ce qu'il y a des punitions? Et s'il y a euh, punition, quelles seraient les punitions? Enfin voilà, j'aimerais savoir si ça peut se tenir pour toi. bah alors, pour moi, évidemment, alors c'est ça. Après, pour moi, en fait, Euh, je dis autorité, mais c'est pas le mot, parce qu'en fait, naturellement, même quand je suis avec des enfants, il y a une autorité. Si je dis faites pas ça, ils vont pas le faire, parce que ils me font confiance, parce qu'ils savent que si je dis ne faites pas, c'est qu'il y a une bonne raison derrière, et parce que souvent, justement, je fais pas d'abus d'autorité, donc ils m'écoutent, quoi. Mais après, au niveau des règles, évidemment, mais moi j'ai été dans des écoles où les enfants étaient libres, alors vous imaginez bien qu'il faut des règles, en fait, que sinon on s'en sort pas. Et que si, quand les règles elles sont transgressées, nous on faisait des médiations, donc alors, on cherche à comprendre le pourquoi du comment la règle elle a été transgressée, mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et par contre, là où c'était intéressant, c'est que les conséquences, elles peuvent être décidées ensemble. Ok, moi je t'avais demandé, en fait, ça fait 3 fois. Là, tu sais très bien que si je t'avais dit que si tu rangeais pas la table, il y aurait une conséquence, bah là, on va réfléchir ensemble, tu t'assois, et maintenant, ça va être quoi la conséquence? Moi, je te propose que pendant 2 semaines, ce soit pas que tu fasses la vaisselle. Moi, pour moi, la conséquence, elle doit avoir un lien avec la règle enfreinte. C'est-à-dire que c'est pas t'as pas rangé la table, tu vas pas aller au poney, quoi. Tu vois, enfin, je catégorise, je dis au hasard, mais pour moi, il faut qu'il y ait un lien et que l'enfant Oui, comprenne, en mais fait, excuse-moi de l'impact que t'interrompre, ça mais a peut-être s'il ne que... respecte pas la règle. Ouais. Et pour moi, la punition, elle est utile quand... Oui, c'est ça, quand il y a un lien avec la règle enfreinte, quand il a été prévenu aussi. C'est pas genre tout d'un coup, ah bah t'es puni parce que voilà, ça m'énerve et que du coup j'ai envie de... Parce que des fois, il y a quand même un sentiment un peu de... On a envie de se venger un peu de, bah non, bah, on va pas laisser ça comme ça. Mais et en même temps, c'est humain et c'est naturel, hein. Ouais. Mais que la règle... Enfin voilà, est-ce qu'on punit pour se soulager et qu'il y a un truc ou est-ce qu'on punit le côté pédagogique, en fait, j'ai envie de dire, de la punition, quoi. Donc, moi, je suis pas du tout contre les punitions, mais juste que l'enfant soit prévenu, qu'il puisse être consulté. Et des fois, vous avez, enfin, je sais pas, essayez avec vos enfants, je sais pas dans quelle catégorie ils sont, mais il y en a, il se trouve des punitions horribles, hein. Il y en a qui, il y en a, enfin, des fois, moi, il y a des enfants qui disent, OK, quelles conséquences il peut y avoir parce que tu n'as pas respecté la règle de tel lieu, ben, j'ai plus le droit d'y aller pendant toute l'année. Bon, non, peut-être une semaine, ça suffira, peut-être. Genre que c'est là où tu passes tout ton temps. Mais voilà, il y a, il y a, il y a, il y a... Après, il y a plusieurs possibilités. Et pour moi, en fait, le plus important, c'est d'être cohérent. Ça veut dire de ne pas dire, voilà, si moi demain, alors que j'ai ma posture d'habitude bienveillante et j'arrive et que tout d'un coup c'est, ah ben vous faites ça, vous faites ça. En fait, c'est quelle cohérence aussi on a avec l'enfant. Si on dit, bah non, je ne te punis pas, et puis qu'arrivé là, on les punit, c'est ça pour moi qui serait incohérent, ou des menaces qui n'ont rien à voir avec ce qu'il fait aussi, quoi. Et pour moi, c'est important de punir quand il y a une règle établie déjà. Voilà, ça veut dire qu'on a déjà prévu l'enfant, qu'il sait que ça c'est interdit, qu'il a transgressé la règle pour X ou Y raison. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu, enfin, si j'ai répondu à ta question, si c'est clair. Si ça suscite d'autres questions, peut-être. Si, tu as parfaitement répondu. Juste, j'aurais aimé une
petite précision, parce que tu disais, oui, alors il faut que ce soit en corrélation avec, on va dire, je vais utiliser les grands mots, hein, mais l'infraction. Oui, Euh, j'adore. euh, mais du coup, par exemple, je ne sais pas, un enfant qui aurait, allez, je dis ça comme ça, mais on lui a répété plusieurs fois de pas interrompre une personne. Moi, je sais que j'étais beaucoup au niveau du langage, laisser les gens parler, ne pas interrompre ou ne pas écouter les conversations de certaines personnes, ne pas intervenir dans des conversations qui ne nous concernent pas, etc., qui sont des règles, Ouais, mais mais qui là. peuvent paraître abstraites pour les enfants. Bah oui. Et c'est vrai que du coup, ben, la punition, j'avoue, elle n'avait rien à voir souvent avec l'infraction. Mais c'était quoi, par Euh, exemple, comme punition? ben, je sais qu'il y avait une fois, je lui disais que moi non plus, j'allais pas lui répondre parce que je savais qu'elle ne me répondait pas quand je l'appelais. Bon, ça, c'était cohérent, ça allait de soi. Mais par exemple, pour écouter les conversations d'autres personnes, ben, je l'ai privé de télé. Ça n'a rien à voir, mais ça n'a absolument rien à voir. Attends, parce Mais qu'elle écoutait en secret les conversations d'autres personnes, oui, oui, comme oui, moi. oui, oui. Mais Je faisais tellement ça quand j'étais petite. En fait, moi, je crois que j'ai trop de souvenirs. En fait, j'ai trop de souvenirs de mon enfance. Pour punir, en ouais, fait, si je vois ma petite personne, je dirais, non, en fait, je comprends que tu sois curieuse, mais là, c'est pas possible, en fait. ouais, Ça, ouais. ça rentre dans l'intimité des gens. Oui, ben Voilà, après, c'est ça. après, moi, je suis toujours plus pour la conversation que pour la répression. Parce que est-ce que quand tu la punis de télé, elle va se dire, OK, il ne faut plus que je le fasse, mais en fait, elle continuera à le faire parce que si Ben, elle est en fait, curieuse, je elle pense restera que oui, curieuse et voilà, elle va quand même voilà, vouloir écouter. c'est Tu ça, vois? c'est ça. Et du coup, Mais lui expliquer le pourquoi du. Bah, après, j'imagine que tu lui expliques aussi pourquoi c'est pas bien d'écouter les gens. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, peut-être que je la forcerais à aller dire ce qu'elle a écouté. Dire, bah, écoutez, j'ai écouté votre conversation. Où je lui dis, bah, va poser les questions que tu as envie de poser. En fait, plutôt que d'écouter en secret, va poser les questions que tu as envie de poser aux gens. Pourquoi enfin, ça ne se fait pas d'écouter en secret, en fait? Je ouais, sais pas. Je... ouais, je sais pas, il faudrait En que fait, pour moi, j'essaye, c'est ouais, de. effectivement, ouais. Après, bon, sur le fait de couper la parole et tout ça, pour moi, là, c'est un apprentissage, comment dire, le contrôle inhibiteur des enfants, ça veut dire ce qui va t'empêcher, voilà, ce qui va te dire de ne pas dire un truc parce que c'est mal poli ou de s'empêcher de prendre un truc que tu as envie de prendre. C'est un truc, ça met du temps à se construire quand même, hein. Ça met du temps à se Hum. construire chez les enfants. Et pour moi, ça s'accompagne plus que ça se réprime. Mais après, voilà, ça, c'est mon regard, hein. C'est pas forcément que c'est le meilleur ou que c'est le bon, hein. Mais en tout cas, dans mon approche, ça s'accompagne plus que ça se casse, quoi. Mais c'est D'accord. vrai que comment trouver dire. Ouais, bon, bah, Mm. c'est vrai que c'est toujours un peu, comme on dit, c'est au cas par cas. Bien Et sûr. c'est vrai que ça Parce que dépend toi, qu'est-ce qui te aussi. dérange, par exemple, dans le fait qu'elle écoute les conversations des gens? Non, elle le fait pas tant que ça, hein, mais c'est que elle est plutôt curieuse des conversations téléphoniques, bizarrement. Les conversations d'adultes, quand elle voit qui est qui et que on parle, elle s'en désintéresse assez rapidement. Mais une conversation au téléphone, elle va tout écouter. Parce Je qu'elle se ne sais demande pas c'est pourquoi. qui, c'est Oui, quoi. oui, oui, je pense Et, il y a une part de peut-être de suspense dans une conversation téléphonique où mais elle va t'entends qu'une chercher partie. effectivement, voilà, quel est l'interlocuteur, qu'est-ce qui se dit. Et là, son oreille va être beaucoup plus attentive. Oui, mais de toute façon. Et, et bon, après, c'est tout. Je sais que c'est une personne, une petite fille curieuse, elle a envie de comprendre les choses. Et j'étais aussi comme ça, hein, enfant, hein. De toute façon, le fruit tombe en général pas trop loin de l'arbre. Mais, mais ce qui est très vrai, c'est que elle, elle sait que c'est pas agréable. Et je pense qu'elle aurait pas non plus de mal à dire qu'elle a écouté. Mais, mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'elle voit le problème ou la Mais, problématique et d'écouter ces pour toi, justement, conversations. c'est quoi le problème? Mais en fait, moi, bah, il y a des conversations tout simplement qui ne lui sont pas destinées.
Voilà. C'est-à-dire que le fait elle arrête son activité pour pouvoir écouter ces conversations, c'est intrusif. Et c'est ce que je dis, c'est-à-dire que Voilà. être intrusif dans la vie de personnes où on n'est pas invité, c'est aussi quelque part un petit peu et je lui ai fait comprendre que de la même façon, peut-être que elle, en ce moment, elle a rien de spécial, mais que quand elle a des choses à raconter avec ses copines, maman, Voilà. elle aimerait pas que sa maman, elle vienne faire traîner son C'est ça. oreille. Mais tu lui dis, Donc, bah voilà, hein. Tu lui dis, bah, toi, quand tu fais des secrets avec tes copines, t'aimerais que je sois en train d'écouter? Si la si, je lui laisse dis, répondre, tu non, lui mais dis, je lui dis, ouais. mais en fait, voilà, comme tu dis, on répète, mais ça rentre d'une Ouais. oreille, ça sort de l'autre. Et c'est aussitôt on l'a dit, aussitôt oublié. Et c'est vrai que Hum, bon, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à faut aussi bien se connaître, c'est-à-dire en tant qu'adulte, si on ne se connaît pas bien et qu'on ne sait pas nos c'est réactions, ça, surtout. moi, c'est vrai que je lui mets aussi des ultimatums par rapport à mes propres réactions. C'est-à-dire C'est que je lui ça. dis, si je t'ai répété quelque chose X fois, au bout d'un moment, j'en aurai assez, ça va m'agacer. Et quand je suis agacée, ben, je vais pas être gentille. Je lui dis, je lui dis parce qu'effectivement, Mais voilà, j'ai mais après, pas, on est des j'ai, humains, encore une fois, hein. voilà, Ça veut dire qu'il y a l'idéal, voilà, il y a la théorie, et puis dans la pratique, bah voilà, des fois, on fait des choses, on voilà. est pas, même nous-mêmes, on n'est pas en accord avec nous-mêmes, mais c'est important de pouvoir l'exprimer à l'enfant. C'est-à-dire, bah, écoute, tu sais, moi, là, je n'ai pas les moyens, en fait, de te faire comprendre autrement qu'en te privant de t'aider, que c'est pas OK pour moi, qu'en fait, tu t'espionnes mes conversations. Et je sais pas, Ouais, j'espère que ça te fera comprendre. Je sais pas quelle solution mettre en place avec toi aujourd'hui. Et en fait, admettre aussi un peu ses faiblesses et de se dire que on n'est pas des dieux sur terre, en fait, même en tant que parent, en tant qu'accompagnateur, en tant qu'adulte. Pour les enfants, c'est pas du tout évident qu'on est faillible, en fait, et que pour eux, tout ce qu'on fait, c'est amen. Là, moi, je vais accompagner des enfants qui sont classés. Donc, ça veut dire que leurs parents sont potentiellement violents, etc. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est être avec leur famille. Parce que pour eux, il y a quand même toujours ce truc-là que le parent, il est infaillible. Et du coup, oui. le fait de dire que de temps en temps, bah ouais, la réaction de maman, ça peut te faire mal au cœur, ça peut machin, mais en fait, c'est juste que j'ai pas les moyens. En fait, j'ai envie de préserver mon intimité. Moi, ce que j'entends là, c'est que j'ai envie d'avoir mon intimité et que quand je parle à mes amis ou quand je parle à mes collègues, tu ne sois pas en train d'écouter parce que c'est des choses que j'ai pas envie de te dire, en fait. Mm. Et moi, j'avoue hein, qu'en tant que parent, le choix de mettre mon enfant à l'école, c'est aussi par rapport à moi. Je sais que je ne suis pas quelqu'un de patient. J'ai pas la patience d'être dans la transmission toute une journée accompagnée de mon enfant. Et c'est vrai que s'il y avait, la question qui t'avait été posée plus tôt en disant par rapport à nous, Africains, moi, je sais qu'il y avait aussi la possibilité avant de remettre son enfant à des tuteurs, puisque avant, lors de la cérémonie de nom, il y avait des dames qui disaient bah, tel enfant est promis ou est destiné à faire telle et telle chose. Et souvent, à partir d'un certain âge, bah, les enfants, ils suivaient une formation avec un adulte chez qui ils devaient rester parce qu'ils vont apprendre en fait les choses de la vie avec cet adulte. Et moi, c'est vrai que bon, bah, j'avoue complètement que en tant que maman, je ne peux pas passer allez, 70 ou 80% de mon temps avec mon enfant. J'en suis incapable. Et c'est pour ça que autour de moi, hein, je suis plutôt une personnalité à solliciter les adultes autour de moi, etc., pour pouvoir faire des choses ensemble, pour pouvoir faire trucs, parce que je pense que si je devais vraiment être seule avec mon enfant, euh, je serais pas à même, avec ma personnalité, de pouvoir lui transmettre comme je lui transmets aujourd'hui avec la distance. Et même si je sais que voilà, j'ai pas le choix de l'école. Si j'avais le choix de l'école, effectivement, j'aurais C'est mis dans ça une aussi, autre hein. instruction. Mais Ouais, voilà, c'est moi, aussi quand un je disais adulte. que
Voilà. Moi, dans mon idéal, on pourrait, par exemple, mettre son enfant à l'école le matin, mais pas l'après-midi, ou 2 jours par semaine, Oui, ou oui. partir 2 mois en vacances, puis mettre son enfant. Enfin, en fait, pour moi, l'école, ça devrait être un lieu relais, justement, pour les parents. Mhm, mhm. Donc, tu peux le mettre toute la journée si tu as envie, toute la semaine, tous les mois si tu as envie. Mais pour moi, en fait, si je devais repenser l'école, je la repenserais de façon beaucoup plus souple, en fait. Où le parent, peut-être qu'il Oui, aura en charge le suivi de ce que fait son enfant, parce que c'est sûr que quand tu es enseignante et que l'enfant il vient un mois, une semaine, enfin voilà, de façon un peu sporadique, c'est compliqué à suivre. Mais les parents, voilà, ils peuvent cocher la case de son enfant sait compter, il sait dénombrer, il sait, enfin voilà, avec des instructions. Mais, euh, mais que oui, ce soit des lieux un peu plus de relais plutôt que des lieux obligatoires exactement, oui. tous les jours de Mhm. 8h à 16h, et que si ton enfant, tu ne mets pas à l'école pendant 2 jours parce que tu ne travailles pas et que tu es bien avec lui et que vous faites plein de trucs chouettes, ben non, il faut justifier parce que des absences injustifiées, après on prétend ça remonte au niveau du rectorat, puis ça peut remonter au niveau Mhm. juridique et tout. Moi, c'est ce côté-là, en fait, voilà, qui me fait peur dans l'école aujourd'hui, quoi, où c'est plus... Ouais, Mais oui, tout à après, fait. ouais, tout ce que tu as tout ce que tu as dit, ouais, c'est intéressant et c'est pour ça que je disais, hein, c'est sans aucun. C'est pour ça que je répète encore une fois, je n'ai pas d'enfant. Donc, je ne me permettrai jamais de juger quelqu'un qui me dit que voilà, ils ne se sont pas disponibles dans sa vie de tous les jours pour accompagner son enfant au quotidien. Et ça je l'entends totalement. Est-ce qu'il y Ok. aurait d'autres personnes qui auraient envie peut-être de réagir par rapport à ce qui a été dit, qui ont des questions, qui ont des réflexions aussi, comme l'a dit personne. Pas de... Est-ce que toi, il y a quelque chose que Apparemment, tu non. souhaites ajouter au cas où on n'a pas évoqué justement tout ce que tu fais là dans ton accompagnement? Moi, j'ai une question, mais je la garde un petit peu pour tout à l'heure. Mais, mais voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais compléter? Alors après, je sais que tu es sur les réseaux sociaux, donc on va partager tout ça, hein. S'il y a des personnes qui ont des questions, surtout pas hésiter. Mais en tout cas, voilà, pour nous, c'était intéressant de t'accueillir pour la semaine du village pour que tu présentes hein, ce vers quoi je pense que pas mal de parents se cherchent à avoir des informations sur le si j'ai besoin d'en faire plus avec mes enfants, comment je peux le faire. Donc, est-ce que c'est par des supports avec la nouvelle loi qui est passée sur l'instruction en famille, est-ce que c'est toujours possible, est-ce que c'est pas possible? Parce que moi, j'ai l'impression, en tout cas, moi, dans les retours, il y a vraiment des parents qui se disent, c'est plus possible, on ne peut plus le faire. C'est vraiment, il y a des Bah, personnes c'est qui ont très l'impression que compliqué. c'est Hein. vraiment plus possible, voilà. Donc, c'est très restreint, Bah, mais ça reste possible. Et voilà, donc il y a vraiment des personnes qui ont ça l'impression reste que c'est plus possible. possible. Donc, voilà, c'est vraiment de donner cette visibilité de l'IEF qui, en tout cas, moi, la visibilité que tu en donnes du parent qui accompagne son enfant, de ces espaces de vie où quand même l'enfant peut partager avec d'autres, que ce soit des adultes ou des autres enfants, ça, ce serait en tout cas l'endroit où comment dire, où le village soit le lieu d'enseignement de l'enfant qui accompagne l'enfant à grandir, ça, ce serait un idéal. Ce serait un idéal. Vraiment. Alors, Ouais. pas d'autres Après, qu'est-ce que je questions. Je pose... pourrais. Alors, regarde-toi si tu as des choses et après, je poserai ma dernière question. Si tu as un message à faire passer aux parents aussi. Non, bah, juste que moi, ce que j'avais envie de dire aux parents, bah, c'est qu'on est tous en fait en apprentissage permanent et de toujours continuer voilà, à avoir cette curiosité, à inviter à la remise en question. On a beaucoup, dans tout ce qui concerne l'éducation, on a quand même beaucoup de schémas qui, comme tu disais, qui nous sont hérités en fait de comment on a reçu nous, notre éducation. Moi, je sais que par exemple, mon père était quelqu'un qui a très mal vécu justement, il était au Togo, le côté où son grand cousin avait droit de vie ou de mort, j'exagère un peu, mais avait droit de le frapper, en fait, et il se souvient de beaucoup d'injustices en fait. C'est-à-dire qu'il y a 70 ans aujourd'hui, il va raconter avec une précision incroyable des remontrances qu'il a subies de son cousin juste parce que le gars était de mauvaise humeur. Et tu vois, ce droit d'aînesse en fait. Moi, ce que j'aimerais rappeler avant toute chose, c'est qu'il y a des droits, en fait, dans le droit d'aînesse, il y a le droit et puis il y a le devoir aussi de l'adulte. Ça veut dire que c'est pas juste que l'enfant doit m'obéir et en parallèle, je dois être aussi à l'écoute de l'enfant,
je dois lui donner les clés pour grandir et pour s'assumer, pour s'affirmer, etc. Et pour moi, ça va aussi dans les deux sens. Là, je vous parle à vous, j'imagine que vous êtes déjà dans cette démarche. Mais c'est vrai que moi, quand je vais au Togo, c'est ce que je rappelle aux gens, en fait, parce que je vois beaucoup de personnes, pas forcément les parents, mais les cousins, les gens qui habitent dans la maisonnée, etc., qui vont donner des ordres aux gamins d'aller chercher ça. Mais quand tu leur dis, mais toi, tu l'aides à faire ses devoirs, cet enfant, qu'est-ce que tu fais pour lui, en fait? Tous les jours, tu lui demandes des trucs, tu lui dis, c'est lui qui te fait la bouffe, c'est lui qui te fait la vaisselle, qu'est-ce que tu fais pour lui? Et je pense que si c'est des réflexions, moi, au Togo, que j'aime instaurer. Que la violence aussi, ça peut être... je comprends, en fait, que des fois, tu n'as pas envie d'expliquer, que tu es énervé, que tu vas frapper un enfant. En fait, moi, j'aime pas ça, j'en pleure si je le fais. Mais si je peux comprendre que ce soit la solution que tu aies trouvée sur le moment, mais de ne pas banaliser aussi cette violence et de ne pas se dire que ça peut faire du bien. Pour moi, en fait, la violence ne peut pas faire du bien à la personne qui la reçoit. Et du coup, au maximum, d'essayer de retirer peut-être tous les gestes, les mots violents qu'on peut avoir. Et ça, c'est ça. Et que dans tous les cas, personne n'est parfait et que faire de son mieux, c'est déjà bien. Et de l'amour, c'est la base de la vie. D'offrir de l'amour et être aussi, d'être à l'écoute de soi avant tout, d'être à l'écoute des enfants. Et de prendre le temps d'observer aussi beaucoup, d'observer les enfants, parce qu'on apprend beaucoup juste en observant aussi. Ah. Moi, je sais pas, quand j'observe les enfants, ce qui se passe par exemple avant une bêtise, souvent il y a de l'ennui. Hein, tu vas voir l'enfant, il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond, puis il va regarder la bouteille, il va se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a dedans, il va sentir, il va regarder autour de lui, il va commencer à verser. Voilà, c'est des choses... Voilà, observer, ça permet aussi des fois mieux comprendre les comportements des enfants. Souvent. Voilà. Je demande encore s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres interventions. Alors, apparemment, non. Donc, pas d'autres questions. Moi, plus en savoir sur ton projet au Togo. On va finir sur ça. Donc, ton projet au Togo. Alors, bon, sans donner de date ou de choses comme ça, mais voilà. Comment tu envisages les choses les prochains... Enfin, parce que tu as dit que tu as déjà vécu l'expérience une première fois et c'est bien, tu ne comptes pas t'arrêter. Donc, c'est ce que je trouve que c'est super bien. Oui, non. Mais non. Quelle serait la suite de ce projet ou comment tu t'envisages de te relancer dans ce projet? Alors là, en fait, si je suis en France, c'est surtout en fait pour travailler, mettre des sous de côté pour pouvoir faire mon projet. Là, on était 5 en fait sur le projet qu'on avait initialement pensé. Et en fait, les 4 autres personnes, alors que pour des bonnes raisons, hein, je ne leur en veux pas du tout, mais ils n'étaient pas disponibles autant qu'il était nécessaire d'être disponible. Il y en a une qui était qui venait d'avoir un bébé, l'autre qui avait son entreprise qui était en train d'évoluer, mais en même temps tout son personnel qui déconnait, donc elle a dû virer tout le monde, elle n'était pas du tout disponible elle était dans les recrutements, les machins, les formations, elle n'était pas du tout disponible. Enfin bon, voilà, il y avait que des bonnes raisons, mais le fait est qu'elle n'était pas disponible et que du coup, je me retrouvais à gérer le côté pédagogique. C'est une école que je voulais monter à la base, donc le côté pédagogique, institutionnel et tout, c'était beaucoup. Donc là, moi, je suis plutôt repartie, c'est pour ça, sur un centre. Parce que déjà, au final, l'école, comme je disais, ça ne me parle pas dans mon approche. Le fait d'avoir envie d'accompagner les enfants à apprendre à lire, écrire, compter, ça me pousse à faire, et d'évoluer dans la vie, ça me pousse à faire une école parce que ça me plaît d'avoir des enfants au quotidien. Mais en fait, le côté que ce soit obligatoire, que toutes les obligations institutionnelles et tout derrière, moi, c'est trop en fait. Du coup, j'ai essayé de faire un centre qui pourra accueillir des écoles pour le coup, mais où il y aurait du matériel Montessori, beaucoup. Et c'est là que je veux faire du matériel Montessori afrocentré, c'est-à-dire que dans le matériel Montessori, il y a les nomenclatures, donc on va avoir des définitions qui vont avec des cartes, par exemple, on va créer des définitions sur des instruments, ça peut être des instruments de musique, des descriptions d'instruments de musique, des tissus, le quintet est un tissu inventé qui se fait depuis peut-être tant d'années par le peuple évé, voilà, donc voilà.
faire des cartes de nomenclature comme ça, avoir plein de matériel à disposition, des jeux de société, des choses qui existent déjà, parce qu'il y a déjà plein de jeux qui existent déjà, Wari Wari, là, qu'on fait l'afro-quiz, enfin, il y a plein de chouettes supports qui existent déjà, donc avoir tous ces supports-là à disposition des enfants et des adultes. Et l'idée, ce serait d'animer aussi des ateliers. Donc, moi, j'ai beaucoup envie de centrer sur les langues, l'apprentissage de l'écriture des langues, que les enfants puissent écrire dans leur langue. Parce que, voilà, j'ai un exemple. Là, j'étais avec un adolescent, alors c'était dans un cadre totalement informel, mais voilà, il me disait qu'il n'aimait pas écrire, qu'il n'aimait pas machin, et donc, par contre, il me disait qu'il aimait le rap. Donc, on a commencé à rapper ensemble, et je lui dis, mais c'est mieux quand même si on écrit, tu vois, avant, parce que ça te permet quand même de penser à ce que tu vas dire et tout, que d'improviser direct, c'est un peu chaud et tout. Et là, il écrit en français. Je dis, pourquoi pas? Mais je dis, mais quand tu penses, tu penses en quelle langue? Il me dit, en évé. Et je dis, pourquoi tu écris en français? Il me dit, parce que je ne sais pas écrire en évé. Et là, je lui dis, du coup, écris de façon phonétique. Mais en fait, pour moi, c'est un exemple qui montre, en fait, l'importance de savoir écrire dans sa langue. C'est que, mine de rien, quand l'enfant veut écrire, il se dit qu'il ne peut pas écrire dans sa langue. Si, par exemple, et ça bloque la connaissance aussi. Ça bloque la connaissance parce que, moi, si peut-être tu me demandes d'exprimer là tout ce que je viens de dire en anglais, on va dire, mais c'est rien, en fait, elle, sur l'éducation. Elle n'a rien fait. Parce qu'en fait, j'ai juste pas les mots pour l'exprimer. Et c'est pareil, peut-être que tu as compris combien ça faisait 2 plus 2, ou que tu es capable de comprendre le concept de l'addition, mais quand on t'explique dans une langue qui n'est pas tienne, tu ne vas pas comprendre en fait. Et pour moi, c'est la langue de donner des cours de maths, cours de soutien scolaire, etc. Mais dans la langue des enfants, ça fait partie de mes priorités, quoi. Et pareil, dans l'image de soi, se dire que la langue dans laquelle tu parles, on peut penser avec, et c'est pas juste pour s'exprimer au quotidien, mais qu'on peut écrire des livres, qu'on peut faire des conférences d'histoire, qu'on peut faire de la physique dans ta langue. Je pense que c'est important et que c'est quelque chose à créer de très loin. Donc, ce serait ça l'idée, des cours des ateliers en langue locale. Donc, après, pour pas faire un peu d'histoire, on fera aussi avec du Cavier, d'autres langues du Togo. Mais voilà, des ateliers en langue locale et accessibles à tous. Ça veut dire que si c'est, s'il y a une dame de 40 ans qui veut apprendre à lire et écrire et qu'il y a un enfant ou un adolescent de 15 ans, ils peuvent être aussi ensemble. Donc moi, je suis toujours dans le multi-âge et aussi que chacun puisse proposer des compétences. Donc par exemple, toi, je ne sais pas, tu as peut-être une passion. Tu vois pourquoi je vais te mettre dans la création de boucles d'oreilles, mais ça fait 2 exemples que je donne maintenant. Mais voilà, l'idée, ce serait que aussi les personnes puissent proposer des activités et que ça leur permette d'avoir accès au contenu qu'on propose de façon gratuite aussi. Ok, bon, voilà. Super projet. Je pense qu'on n'entend pas nier l'âme. Tu m'entends là? Oui, j'entends. Je disais super projet, on n'entend pas nier l'âme, mais je pense qu'elle doit être occupée. Mais elle a partagé en tout cas avec toi son expérience sur le centre, même si ça aurait été rapidement, mais ce sera pour une prochaine fois. Et tu as parlé des langues aussi. On a Extralingual qui est là, qui est présente. Alors, peut-être que si elle n'intervient pas, c'est qu'elle ne peut pas aussi pour le moment, mais elle interviendra. Alors, je crois que c'est demain, j'espère que je ne me trompe pas, sur l'importance des langues, l'importance des langues et dans l'apprentissage de nos enfants. Et c'est vrai que ce que tu disais, hein, quand tu penses quelque chose dans la langue et pouvoir l'écrire, si tu l'écris dans une autre langue, c'est sûr qu'il y a des déperditions. C'est sûr, moi, je suis persuadée qu'il y a des déperditions. Donc, et c'est ça qui est dommage. Donc, non, c'est demain. Donc, elle nous dit c'est bien demain. Donc, voilà. Donc, en tout cas, on te remercie beaucoup. Vraiment, merci. Merci d'avoir été présente. Pour les personnes qui pourront se connecter après, ou ceux qui se sont connectés en cours, on aura la rediffusion en tout cas. On essaye de bien archiver tout ça pour qu'on puisse se le repartager. On mettra tes contacts. Super. Merci pour tout. Merci à vous. À très bientôt. Oui, merci beaucoup. À bientôt. Merci. 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 Au revoir.